Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui on est le 20 mars et c'est une date un peu spéciale pour la chaîne puisque c'est l'anniversaire de la chaîne. Donc ça fait 7 ans qu'on fait des vidéos déjà. On veut prendre le temps de remercier tous les gens qui nous regardent à la maison et qui prennent le temps de regarder nos vidéos à chaque semaine, de nous laisser des commentaires, de discuter avec nous, les gens qui nous supportent aussi sur notre campagne Patreon. Fait qu'un gros merci à tout le monde qui ont supporté le projet depuis sa création il y a 7 ans. Si vous voulez rire un peu, je vous invite à aller voir ma vidéo de For Sale qui était mon premier épisode. Je pense que j'ai quand même évolué beaucoup devant la caméra depuis ce temps-là. Donc aujourd'hui, pour célébrer notre anniversaire, je vais vous montrer un jeu dans un univers que j'aime beaucoup, un jeu que j'attendais avec impatience. Il s'agira de Star Wars, le jeu de deck building, qui a été édité en 2023 par Fantasy Flight Games et qui est distribué au Canada par Asmodée Canada. Je veux d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu, qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Caleb Grace, qui est aussi un des auteurs derrière Marvel Champion. C'est un jeu uniquement pour 2 joueurs, donc c'est un jeu en duel, et les parties vont durer environ 30 minutes. Le but du jeu va être de détruire les 3 bases de son adversaire pour l'emporter. Les joueurs vont incarner soit l'Empire ou les rebelles qui vont s'affronter. On va avoir un deck de départ et on va évidemment jouer des cartes pour générer des ressources qui nous permettront d'acheter des nouvelles cartes et d'améliorer notre deck. Donc évidemment, comme le titre le disait, c'est un jeu de deck building. Et on pourra aussi utiliser des ressources d'attaque. Donc les unités ont des valeurs d'attaque qu'on va pouvoir attaquer les bases de nos adversaires ou ses vaisseaux amiral qui protègent sa base. Et on peut aussi affronter des cartes qui sont dans le marché de cartes si elles sont des factions adverses pour nous donner des bénéfices et empêcher l'autre joueur d'acheter ces cartes-là. Alors, Star Wars, le jeu de deck building, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de mars 2023. Comme c'est un jeu duel, on va évidemment installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, chaque joueur devra se choisir une faction. Un joueur va incarner l'Empire et l'autre l'Alliance rebelle. On va placer le plateau balance la force entre les 2 joueurs et on va aller placer le marqueur de force sur la case qui est la plus près du joueur rebelle. On va former des réserves avec les jetons de ressources et les jetons de dommages. Et chacun des joueurs va recevoir son deck de base qui va être constitué de 7 shuttles. Donc des shuttles impériales pour l'Empire et des shuttles de l'Alliance pour les rebelles. On va avoir 2 troopers pour l'Empire, ce sont des Stormtroopers. Et ce sont des Rebel Troopers pour l'Alliance. Et on va avoir un Inquisiteur pour le deck d'Empire. Et on va avoir le Gardien du Temple Jedi pour l'Alliance rebelle. Même si les cartes ont des noms différents, les effets de ces cartes sont les mêmes. Donc les decks de départ des 2 joueurs sont totalement symétriques. Donc chaque joueur va mélanger ses cartes de départ pour former son deck qu'il va placer dans sa zone de jeu. Les joueurs vont aussi recevoir une carte aide de jeu qu'ils pourront placer à côté d'eux. Les joueurs vont ensuite recevoir leur paquet de cartes de base qu'ils vont placer devant eux et ils vont aller chercher dans ce paquet de cartes leur base de départ qui est identifiée sur la carte comme la base de départ. Elle n'a pas d'autre pouvoir et on voit qu'elles ont chacune 8 points de vie. On va ensuite aller former le marché de cartes qui sera disponible au début de la partie. Premièrement, on va aller placer les cartes de pilote de la bordure extérieure sur la table. Ils seront tout le temps disponibles tant qu'il y en a dans cette pioche. Et ensuite, on va mélanger la pioche de cartes Galaxy et on va aller révéler les 6 premières cartes face visibles dans le marché. Dans Star Wars, le jeu de deck building, les cartes seront associées à une des factions, soit l'Alliance rebelle ou l'Empire, ou bien ce sera des cartes neutres. On peut retrouver les symboles d'affiliation sur les cartes pour les rebelles et pour l'Empire, alors que les cartes qui n'en ont pas, comme celle de Jabba le Hutt, sont des cartes neutres. Lorsqu'on va placer des cartes rebelles, comme Luke Skywalker, la corvette Hammerhead ou le B-Wings dans le marché, on va placer les cartes pour que les effets principaux des cartes soient face visible aux joueurs rebelles.
Et lorsqu'on va placer des cartes qui appartiennent aux joueurs impérial, comme le TIE Interceptor ou le AT-ST, on va placer le texte principal des cartes pour qu'il soit face au joueur impérial. Alors que les cartes neutres, comme Jabba the Hutt, seront placées au milieu pour que les deux joueurs aient accès facilement au texte. Et finalement, chacun des joueurs va aller se piocher 5 cartes qu'il va placer dans sa main pour pouvoir débuter la partie. Le premier joueur sera toujours le joueur impérial. Une partie de Star Wars, le jeu de deck building, se joue à tour de rôle en débutant par le joueur impérial. On va pouvoir jouer les cartes qui sont dans notre main pour générer des ressources qui nous permettront d'acheter de nouvelles cartes dans le marché. Et on pourra aussi dépenser des ressources d'attaque de nos unités pour attaquer la base de notre adversaire ou bien attaquer ses vaisseaux amiral s'il en a déployé. On peut aussi utiliser nos ressources d'attaque pour chasser ou saboter les cartes de notre adversaire qui sont dans le marché pour pouvoir les enlever, donc l'empêcher de les recruter, mais ils vont aussi nous donner différents bénéfices. La partie va se continuer, les joueurs vont alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à détruire 3 bases à son adversaire et il va remporter immédiatement la partie. Pour vous présenter les règles du jeu, j'ai décidé d'avancer la partie de plusieurs tours de jeu pour vous montrer un exemple de tour de jeu en milieu de partie, ce qui va réussir à couvrir tous les effets de jeu et toutes les actions possibles qu'on peut effectuer dans le jeu. On est donc rendu à un moment où le joueur rebelle vient de terminer son tour de jeu et il a réussi à détruire la base de départ du joueur impérial. Et lorsqu'on détruit une base à notre adversaire, on va ajouter la carte de base dans notre pile de victoire de notre côté, dans notre zone de jeu. Et si on réussit à avoir 3 bases dans notre pile de victoire, on va gagner la partie immédiatement. On va donc commencer notre exemple de tour de jeu avec le joueur impérial qui va débuter son tour. Premièrement, au début de notre tour de jeu, si notre base vient d'être détruite, on va regarder notre deck au complet. Donc, on ne pioche pas la première carte. On va regarder toutes les cartes de base qu'on a et on va en choisir une qu'on va retourner et qui va devenir notre base active. On retrouve les points de vie dans le bas de la carte de base. Donc ici, Corellia a 10 points de vie. Et on va avoir des bases qui vont avoir un effet lorsqu'on va les révéler. C'est le cas de Corellia. On va donc appliquer le texte qui est écrit sur la carte. Dans ce cas-ci, c'est qu'on va pouvoir acheter n'importe quelle carte impériale ou neutre qui est dans le marché et la gagner immédiatement dans notre main. Ça tombe bien, on va aller recruter la carte de Darth Vader et on va l'acheter dans notre main. Lorsqu'on fait des effets de jeu pendant la partie, qu'on achète ou qu'on détruit une carte qui est dans le marché, on la remplace immédiatement par la prochaine carte de la pioche. Ici, c'est le TIE Interceptor. Comme c'est une carte impériale, on va la placer pour qu'elle fasse face au joueur impérial. Ensuite, on va regarder le plateau équilibre de la force et si jamais un joueur a le cube d'équilibre de son côté sur le dernier emplacement de son côté, donc soit ici pour le joueur impérial ou bien de l'autre côté ici pour le joueur rebelle, à ce moment-là, ce joueur va gagner au début de son tour une ressource. Donc si le cube de force était ici, à ce moment-là, le joueur impérial gagnerait une ressource au début de son tour de jeu, mais ce n'était pas le cas dans notre exemple. La force était au centre, donc personne n'a la force pour l'instant. Et finalement, dernière chose, au début de notre tour de jeu, on va gagner les ressources qui sont inscrites sur les cartes de vaisseau amiral qui sont dans notre zone de jeu. Donc on voit que le joueur impérial n'en a pas pour l'instant. Donc les vaisseaux amiral sont des cartes qui vont rester en jeu d'un tour à l'autre jusqu'à temps que notre adversaire les détruise. Donc au début de notre tour de jeu, si on a des vaisseaux amiral, on va aller chercher les ressources qu'il nous donne. On tombe ensuite dans la phase d'action du joueur. C'est là qu'il pourra jouer des cartes. Il pourra aussi utiliser ses ressources pour acheter des cartes dans le marché, des cartes neutres ou des cartes de sa faction. Il pourra aussi utiliser les habiletés des cartes qu'il aura mis en jeu dans son tour de jeu. Et il pourra commettre des cartes à l'attaque et choisir ses cibles pour attaquer soit des cartes dans le marché qui sont de la faction adverse, ou bien il pourra aller attaquer les vaisseaux amiral ainsi que la base de son adversaire. Le joueur va exécuter des actions une à la fois jusqu'à temps qu'il mette fin lui-même à son tour de jeu. Le premier type d'action est de jouer des cartes. Par exemple, mon joueur pourrait décider de jouer cette carte dans sa zone de jeu. C'est une navette impériale. Lorsqu'on joue une carte, on va aller regarder s'il y a l'icône de ressources, qui est le petit carré. Donc ici, on voit qu'on a un 1. Donc cette carte va générer une ressource. Dès qu'on joue une carte, on va aller prendre le cube de ressources et on va le placer dans notre zone de jeu pour se rappeler combien de ressources on dispose.
Je vais continuer à jouer des cartes. Cette fois-ci, je vais mettre cette carte en jeu. C'est une carte de vaisseau amiral, c'est-à-dire qu'elle pourra rester en jeu entre les tours de jeu et elle va rester sur la table jusqu'à temps que mon adversaire la détruise en lui infligeant ici 5 points de dégâts. Les points de dégâts peuvent s'accumuler d'un tour à l'autre sur la carte. Lorsque je la mets en jeu, on voit qu'il y a aussi un icône de ressources. Donc, ce vaisseau va me donner 3 ressources. On va donc aller chercher 3 autres cubes de la réserve. On va continuer à jouer des cartes de notre main. Ici, je vais jouer une carte de TIE Fighter. On voit que c'est une carte qui ne génère pas de ressources, donc je ne gagnerai pas de cube de ressources pour cette carte. Et on voit qu'elle a un symbole de fusil avec un chiffre. Ça, c'est la valeur d'attaque de la carte. Donc, elle pourra faire une attaque d'une valeur de 2 plus tard dans mon tour de jeu. Je vais jouer une autre carte pour ma prochaine action. Cette carte va me donner un choix. Je peux gagner soit 4 ressources ou bien réparer 4 points de dégâts sur ma base. Comme ma base n'a pas de points de dégâts, à ce moment-là, je vais aller chercher les 4 cubes de ressources et les ajouter dans ma zone de jeu. La prochaine carte que je vais jouer est une carte de Stormtrooper. Cette carte a simplement une valeur de 2 d'attaque que je pourrais utiliser un peu plus tard dans mon tour de jeu. Et finalement, je vais jouer la carte de Darth Vader dans ma zone de jeu. C'est une carte qui ne donne pas de ressources. Elle va me donner 6 points d'attaque tout à l'heure dans mon tour de jeu. Et on voit qu'elle me donne 2 points de force. Donc, je vais déplacer le cube d'équilibre de force de 2 cases vers le logo de ma faction. Le deuxième type d'action qu'on peut effectuer dans le tour de jeu, c'est d'activer les habiletés qui sont écrites sur les cartes. On n'est pas obligé d'activer l'habileté dès qu'on a joué la carte, on peut le faire à tout autre moment dans notre tour de jeu. Toutes les habiletés d'une carte peuvent seulement être activées une seule fois dans notre tour de jeu. Par exemple, je pourrais décider d'activer l'habileté de mon TIE Fighter qui dit que si j'ai un vaisseau amiral dans ma zone de jeu, ce qui est le cas, je peux aller piocher une carte de mon deck et l'acheter dans ma main. Les joueurs peuvent tenter de se rappeler les cartes dont ils ont déjà utilisé les habiletés, sinon on vous suggère de les incliner un petit peu sur le côté pour vous le rappeler. Je vais jouer la carte que je viens de piocher, c'est une carte de Dark Trooper, de Death Trooper plutôt. Ils ont 3 d'attaque et ils ont une habileté qu'on pourra activer plus tard dans notre tour de jeu. Le troisième type d'action qu'on peut faire dans notre tour de jeu, c'est de dépenser des cubes de ressources pour acheter des cartes dans le marché, des cartes qui sont de notre faction ou bien des cartes neutres. Le coût des cartes est indiqué dans le cercle jaune. Donc ici, le TIE Interceptor a un coût de 3, Jabba a un coût de 8 et le Star Destroyer qui est ici a un coût de 7. Ce sont les 3 cartes qui sont disponibles pour moi présentement. Comme j'ai 8 ressources, je peux acheter n'importe quelle de ces 3 cartes. Je vais décider de dépenser 7 cubes de ressources et je vais aller m'acheter la carte du Star Destroyer. Lorsqu'on achète une carte, on va la placer dans notre défausse et elle reviendra éventuellement dans notre deck. Comme je viens d'acheter une carte dans le marché, on va aller piocher la prochaine carte du deck de Galaxy pour la remplacer. C'est un autre Star Destroyer. Le quatrième type d'action est de commettre une carte à une attaque. C'est une action plutôt organisationnelle qui va nous demander de placer nos cartes ensemble selon les groupes d'attaques qu'on veut former et on pourra ensuite choisir les cibles et aller résoudre les attaques. J'ai un total de 4 cartes qui ont des valeurs d'attaque. Donc j'ai mon TIE Fighter qui est ici, que 2. J'ai mon Death Trooper que 3. Je vais activer son habileté qui dit que si j'ai la force de mon côté, il va gagner 2 d'attaque supplémentaires. On a souvent des effets de jeu qui vont faire référence au plateau d'équilibre de la force. C'est comme un souk à la corde. Donc si le cube est de notre côté, dans les 3 quarts de notre côté, on est considéré comme ayant la force avec nous et on pourra activer les effets supplémentaires de certaines cartes, dont le Death Trooper. Donc le Death Trooper aura un total de 5 points d'attaque. Je vais décider de le laisser avec le TIE Fighter, qui lui va recevoir un point bonus d'attaque de mon vaisseau impérial, que lui aussi je vais activer son habileté, qui donne 1 d'attaque à tous les fighters, donc toutes les cartes qui ont le mot-clé Fighter, dont les TIE Fighters. Et j'ai mon Stormtrooper avec 2 d'attaque. Et j'ai la carte de Darth Vader que je vais activer son habileté. Qui lui aussi, si on a la force de notre côté, lui il va plutôt gagner plus 4 d'attaque. Il aura donc un total de 10 à son attaque. Donc avec le Stormtrooper, ils auront une valeur de total de 12 d'attaque. Et mes 2 cartes ici, le Death Trooper qui est à 5 avec le TIE Fighter à 3, auront une valeur combinée de 8 points d'attaque. Je vais donc laisser ces groupes de cette façon-là pour pouvoir attaquer 2 cibles différentes.
Et finalement, le cinquième type d'action qu'on peut faire, c'est de résoudre une attaque. À ce moment-là, on va choisir un de nos groupes d'attaque. On va se choisir une cible. On a le choix entre des cibles qui sont des cartes de la faction adverse dans le marché. Donc, je pourrais attaquer Chewbacca ou je pourrais attaquer Luke Skywalker. Ou bien l'autre cible que je peux attaquer, c'est la base et les vaisseaux amiral qui ne forment qu'un. Je vais donc envoyer mon premier groupe d'attaque, donc mon Death Trooper et mon TIE Fighter, qui ont un total de 8 d'attaque. Je vais les envoyer attaquer Luke Skywalker. Comme les cartes de la faction adverse sont à l'envers pour nous dans le marché, on voit qu'il y a seulement une petite bande de texte dans le haut de la carte qui est du bon côté avec une valeur numérique ainsi qu'une récompense qui est inscrite. C'est la valeur qu'on peut avoir pour chasser la prime sur cette carte ou saboter cette carte si on est les rebelles en utilisant nos points d'attaque pour attaquer cette carte. Contrairement au vaisseau amiral et à la base, on ne peut pas placer des cubes de dégâts sur les cartes du marché. On doit appliquer la valeur totale qui est demandée en une seule attaque. Et si jamais il y a une valeur excédentaire, ces points de combat seront perdus. Donc, comme mon Death Trooper et mon TIE Fighter ont une valeur combinée de 8, donc je peux avoir assez pour détruire la carte de Luke Skywalker, en fait le capturer. Donc, je vais le défausser du marché et je vais gagner la récompense qui est indiquée. Donc ici, je vais gagner 4 cubes de ressources et je vais gagner 4 points de force. Je vais donc avancer le cube de 4 crans de mon côté. Donc, il va aller sur la dernière case et on va défausser la carte de Luke dans la défausse. On va ensuite remplacer par la prochaine carte Galaxy. Donc ici, c'est la carte du Général Veers. Et pour mon deuxième groupe d'attaque, on a Darth Vader qui a un total de 10 à cause de son habileté et le Stormtrooper qui a 2. Ça fait donc un total de 12 en valeur d'attaque et ils vont choisir comme cible la base rebelle. Je vais donc aller me chercher 12 cubes de dégâts dans la réserve générale et je dois les assigner au vaisseau amiral avant de pouvoir les placer sur la base rebelle. Donc je n'aurai pas le choix d'appliquer les 3 premiers pour pouvoir atteindre la valeur de points de vie du vaisseau. Le vaisseau sera détruit, on va donc défausser les jetons qui sont dessus et il va aller dans la défausse du joueur rebelle. Donc il pourra revenir dans son deck et le remettre en jeu éventuellement. Et pour mes dégâts restants, à ce moment-là, je vais pouvoir aller les déposer sur la base rebelle et on va regarder si on a atteint la valeur de points de vie. Donc la base sur Yavin 4 a 16 points de vie. On est présentement à 13 points de dégâts dessus, donc elle n'est pas encore détruite. Si jamais j'avais réussi à la détruire, à ce moment-là, on aurait défaussé les cubes et je l'aurais placé dans ma pile de victoire. Et le joueur rebelle aurait choisi une nouvelle base à son prochain tour de jeu. Donc la base n'est pas révélée tout de suite, on ne peut pas continuer à l'attaquer. Elle est seulement révélée au début de son prochain tour. Chaque groupe de combat peut évidemment attaquer une seule fois dans le tour. Donc là, j'ai fait attaquer toutes mes unités qui avaient des valeurs d'attaque. Ce que je pourrais faire, je pourrais utiliser encore une fois des cubes ressources pour acheter une autre carte. Je pourrais dépenser 4 ressources. Je pourrais aller acheter la carte du Général Veers que je vais placer dans ma défausse. Et on va remplacer cette carte par Han Solo qu'on va placer vis-à-vis le joueur rebelle. Lorsque le joueur ne peut plus ou ne veut plus faire d'autres actions, il va déclencher la fin de son tour de jeu. À ce moment-là, le joueur va aller défausser toutes les cartes unités qu'il a jouées dans son tour de jeu. Il va conserver les cartes vaisseau amiral dans sa zone de jeu. Les cartes unités seront placées dans sa défausse. S'il a encore des cartes en main, il va aussi les placer dans sa défausse. Il ne peut pas les garder pour le prochain tour de jeu. Et même chose avec les cubes de ressources restants, il va les remettre dans la réserve générale. Et le joueur va se piocher 5 nouvelles cartes pour former sa main pour le prochain tour de jeu. Si jamais on n'a pas assez de cartes dans notre deck pour en piocher 5, à ce moment-là, on va prendre les cartes de notre défausse, on va les remélanger et on va les replacer pour se former une nouvelle pioche. Et on va continuer ici à piocher des cartes jusqu'à temps qu'on en ait 5 en main. Et on passe ensuite au tour du joueur rebelle qui va commencer son tour de jeu et on va continuer à alterner les tours de jeu de cette façon jusqu'à temps qu'un joueur ait réussi à accumuler un total de 3 cartes bases adverses dans sa pile de victoire et il remportera la partie immédiatement et sera le grand vainqueur galactique. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Star Wars, le jeu de deck building. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Star Wars, le jeu de deck building? On va commencer par les côtés positifs.
J'aime beaucoup le visuel qu'ils ont pris. C'est un visuel assez classique qui nous rappelle évidemment la vieille trilogie parce que le jeu se déroule uniquement dans les épisodes 4, 5, 6 et dans Rogue One. Fait qu'on retrouve tous les personnages de la trilogie classique et tous les personnages de Rogue One, là, comme justement Cassian Andor, Jyn Erso, Directeur Krennic et etc. Fait que c'est vraiment pour cette époque-là qu'on focus. Je pense que c'est un peu le Golden Age un peu de Star Wars. Donc c'est bon de miser là-dessus parce que je pense que c'est l'époque la plus préférée de la majorité des fans de Star Wars aussi. Fait que c'était quand même un bon coup d'y aller comme ça. Donc ça c'est très bien. Ils ont un bel insert dans la boîte. J'ai été quand même surpris de Fantasy Flight Game. Donc un bel insert où on range les decks des deux factions en haut dans des petits compartiments. On a le gros deck général. On a une place pour mettre les petits cubes justement. Puis parlant des cubes, c'est le genre de choses qu'on n'est pas habitué dans un jeu de deck building pur comme celui-là parce que c'est uniquement un jeu de cartes. Là. Donc d'avoir des cubes de ressources pour les points de dégâts, d'avoir des cubes pour les ressources qu'on dépense pour acheter des cartes, c'est un bel aide visuel parce que souvent dans ce genre de jeu-là, des fois on se perd un peu dans notre tour de jeu vers la fin de la partie. Tu sais, souvent on va jouer des cartes qui nous permettent d'en piocher d'autres, puis là, on active l'effet de notre carte, puis là on active un vaisseau impérial, puis là, on fait telle affaire. Puis là maintenant on est comme, ok, j'ai combien de points d'achat? Ah, je n'ai dépensé combien déjà sur mes 8? Ah oui, il m'en reste 4, il m'en reste 3, je peux t'acheter cette carte-là. Donc là, on se pose pas la question, on prend des cubes jaunes. À chaque fois qu'on génère des ressources, on prend des cubes jaunes. Fait que là, visuellement, on n'a pas besoin de faire un effort mental puis de s'en rappeler combien de points de recrutement on a parce qu'on a l'indice visuel des cubes. Fait que c'est un bel ajout, une belle petite composante qui est très pratique une fois qu'on joue au jeu. J'étais content de voir que le designer du jeu allait être Caleb Grace, qui est dans le fond le designer principal de Marvel Champion, qui est un jeu extrêmement thématique, puis un jeu que les fans de cette franchise-là ont beaucoup d'attentes, puis c'est un peu la même chose avec Star Wars. Donc en voyant que c'était lui, j'étais rassuré parce que je sais qu'il fait une très bonne job côté thématique pour vraiment marier les mécaniques de jeu avec le thème dans Marvel Champion. Donc je me disais qu'il allait faire un bon travail encore une fois dans Star Wars, le jeu de deck building, et c'est effectivement le cas. Donc il y a des beaux clins d'œil thématiques, il y a des belles idées dedans. C'est pas un jeu qui réinvente le deck building de A à Z, mais il y a ses petites twists à lui. La première que j'aime beaucoup, c'est le fait que les cartes ont une allégeance. Donc quand les cartes arrivent dans le marché, ben les cartes de l'autre faction, moi je peux pas les acheter, je peux pas les recruter, mais par contre, je peux les attaquer, je peux les capturer. Donc ça c'est intéressant ce côté-là, ça rajoute une bonne dose de stratégie de cette carte-là, je pourrais attaquer la base de mon adversaire, mais en même temps, je pourrais attaquer cette carte-là qui va me donner telle récompense, puis là, telle récompense me permet d'aller acheter une grosse carte déjà. Fait que c'est le genre de choses qui fait que tu peux rapidement acheter une grosse carte dans ce jeu-là comparativement à beaucoup de deck building, que ça prend quand même plusieurs tours de jeu à aller recruter des cartes qui vont te donner un peu plus de pouvoir d'achat, puis d'avoir un engin qui roule un peu plus avant d'acheter une carte qui coûterait peut-être 7 ou 8 points d'achat. Alors que dans ce jeu-là, avec le système de capturer les cartes qu'on peut attaquer, ben, je peux utiliser mes points d'attaque pour me permettre d'aller chercher des points de recrutement supplémentaires ou des effets de jeu supplémentaires en capturant des cartes. Et en plus de capturer une carte, ben, je l'enlève du marché, donc j'empêche mon adversaire d'aller l'acheter. Puis en plus, je me reçois une récompense. Fait que c'est vraiment intéressant. Il y a des récompenses justement qui te permettent d'exiler des cartes, donc de sortir des cartes de ton deck. Il y en a qui vont te faire avancer sur la piste de force. Aussi, c'est intéressant ce petit côté-là, souk à la corde, qui peut, si ton coteau complet, ben, tu as même une ressource bonus au début de ton tour, ce qui est quand même important dans ce genre de jeu-là. Fait que c'est pas à négliger non plus. Fait que ça, j'aime beaucoup ce petit côté-là, que les cartes ont toutes deux côtés, donc un côté que le joueur de la faction peut l'acheter puis jouer cette carte-là pour son effet principal, et le côté que si tu la captures, si elle se fait attaquer avec une valeur assez haute d'attaque, ben là à ce moment-là, l'autre joueur la capture, on la défausse et il gagne une récompense. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant et c'est encore une fois super thématique. En plus de tous les effets de jeu, évidemment, les cartes, la majorité de leurs habiletés vont avoir un lien un peu avec la thématique de cette carte-là. Elle représente quoi dans l'univers de Star Wars? Telle carte et telle carte ont des synergies ensemble, mais ça fait du sens thématiquement aussi. Donc ça, c'est quand même toujours satisfaisant pour les fans de la franchise. Sinon, c'est un jeu qui est modulable aussi en longueur. Donc, je vous ai montré le mode de base qui est de capturer 3 bases, détruire 3 bases plutôt. Mais on peut jouer une partie rapide où on a seulement à détruire 2 bases. Puis on peut jouer une partie longue, on peut se rendre jusqu'à 4 bases de détruite.
J'ai beaucoup aimé aussi que quand ta base est détruite, c'est pas une base au hasard qui est ajoutée, c'est toi qui l'as choisi, puis tu as accès à toutes les bases que tu as. Fait que tu as tout ton deck au complet, tu choisis quelle base tu mets, fait que ça peut être quelque chose de très significatif par rapport au moment de la partie. Si je vois justement qu'il y a une grosse carte dans le marché, ben là je vais jouer celle que je vous ai montrée dans l'exemple, donc d'aller acheter une carte gratuitement, mais sinon il y a d'autres cartes qui ont d'autres effets. Il y a des bases qui ont un effet que tu peux activer à tous les tours, tu peux payer des ressources pour activer l'effet de ta base, ainsi de suite, l'étoile de la mort par exemple. Elle peut détruire des choses. Fait il y a vraiment des stratégies intéressantes tout ça à construire avec les bases que tu vas révéler. Puis ça, j'aime que tu le révèles sur le tour où tu es rendu à la révéler. Fait que justement, tu vas mettre de quoi qui va t'aider stratégiquement dans la partie. Quelque chose que tu as besoin présentement qui pourrait vraiment te sauver puis changer un peu la partie. Fait que j'ai adoré les effets des bases puis surtout le fait que tu l'as choisi et non qu'il n'est pas justement pioché au hasard. Il existe aussi une variante pour les bases que je trouve quand même intéressante, c'est la variante de la base secrète. Donc au début de la partie, on va se choisir un deck de 4 cartes bases qu'on va placer face cachée. Et dans la partie, on va seulement pouvoir piocher dans ces bases-là. Donc on a un choix un peu plus restreint, mais il faut avoir pris nos décisions stratégiques avant la partie. Donc quand on connaît un peu plus le jeu, c'est une variante que je trouve intéressante parce que tu sais pas quelle base l'autre joueur a amené et a accès. Fait que tu as un peu plus d'imprévisibilité parce qu'il a moins de choix. Mais on peut jouer avec le mode de base aussi, où on a les 10, ou on peut jouer avec le mode beginner, où on nous suggère d'en prendre seulement 5, donc une liste de 5 dans le livret d'instructions. Fait qu'on a plusieurs variantes qu'on peut faire avec les bases pour s'habituer tranquillement au jeu, parce que c'est quand même un élément important dans la stratégie des parties. On a aussi une autre variante qui est intéressante qui justement empêche que le marché bloque parce que dans ce genre de jeu-là, quand on a une rivière de cartes pour pouvoir acheter, on a des fois des cartes qui nous intéressent pas ou des cartes qui vont rester là comme toute la partie puis qui vont des fois bloquer des emplacements. Puis souvent, c'est les cartes neutres dans ce jeu-là parce que les cartes de faction, comme on peut les détruire, ben elles vont avoir quand même un bon roulement parce que si moi je l'achète pas, ben l'autre va sûrement la détruire pour avoir la récompense éventuellement. Donc souvent, c'est les cartes neutres qui bloquent dans le marché ou qui vont rester là vraiment trop longtemps pour rien. Donc la règle optionnelle, c'est de pouvoir justement payer les cartes neutres parce que c'est des mercenaires. Donc on peut dépenser des ressources, la valeur de la carte en ressources, pour pouvoir la défausser du marché. On gagne rien, mais on fait juste débloquer le marché. Fait que des fois, ça peut être bénéfique. Si j'ai beaucoup de ressources, ben là, je pourrais enlever des petites cartes neutres en dépensant quelques-unes, puis on les remplace immédiatement. Fait que ça peut quand même me donner le choix dans d'autres cartes que je pourrais acheter. Fait que c'est une belle variante que je vous conseille d'inclure qui justement favorise à pas avoir un marché qui bloque, ce qui est souvent plate dans ce genre de jeu-là. C'est quand même un jeu de deck building qui est simple dans son genre et il laisse beaucoup de latitude aux joueurs, fait que ça va le rendre encore plus accessible parce que t'as pas un timing à avoir, t'as pas activé tout l'effet de ta carte quand tu joues. En fait, dès que tu joues, tu mets dans ton tour de jeu, la seule chose que tu fais, c'est de prendre les ressources qu'elle donne et d'avancer sur le petit plateau de la force. Pour le reste, l'effet de ta carte, tu peux l'activer n'importe quand dans ton tour de jeu. Fait que ça, c'est intéressant, puis c'est moins, justement, t'as moins à réfléchir dans l'ordre dans lequel tu joues des cartes pour faire des combos. Le fait que tu peux les activer n'importe quand dans ton tour de jeu. Fait que ça, c'est le fun. Ça fait un système de jeu un peu plus ouvert puis un peu plus accessible à des gens qui ont peut-être moins joué de deck building. Dans mes premières parties, je trouvais que l'avantage des rebelles était vraiment grand en début de partie parce que comme vous voyez dans la mise en place, les rebelles commencent avec la force au maximum. Donc ils vont avoir, si jamais la force bouge pas dans les quelques premiers tours, mais ils ont quand même une ressource qui va s'accumuler à chaque tour, ce qui est quand même un énorme avantage dans un jeu de deck building. Mais dans celui-là, il faut comprendre que l'Empire est tout le temps le joueur qui débute. Et si le joueur impérial gagne la partie, ça veut dire qu'il a joué un tour de plus que le joueur rebelle, ce qui a un énorme avantage, encore une fois, dans un jeu de deck building comme ça. Donc je pense qu'au final, que le rebelle commence avec la force de son côté au maximum et que le joueur impérial, lui, va jouer un tour de jeu s'il l'emporte. Il va jouer un tour de jeu de plus. Je pense qu'au final, c'est quand même quelque chose qui est fair comme équilibrage. Pour les côtés négatifs, le premier concernant le matériel, honnêtement, la qualité des cartes, elle est vraiment mauvaise. C'est des cartes très très minces, un petit carton fragile. C'est définitivement un jeu qu'il faut se lever si on se l'achète parce qu'il va se maganer rapidement. C'est vraiment très ordinaire comme qualité de carte. Ils ont même sorti des sleeves justement pour le jeu, avec des sleeves opaques pour le jeu avec l'image qu'on retrouve sur la boîte, que vous pouvez vous procurer aussi ou prendre n'importe quel sleeve, ça va fonctionner aussi, mais définitivement c'est un jeu qu'il faut se protéger. Puis moi je suis pas quelqu'un qui sleeve beaucoup mes jeux, mais celui-là malheureusement il me donne pas vraiment le choix. J'aurais aimé qu'on pousse un peu plus la symétrie entre les deux factions, comme c'est un jeu qui est uniquement à deux, j'aurais aimé qu'on travaille un peu plus le deck de base.
Parce qu'au final, sur les 10 bases, il y en a peut-être une ou deux qui ont des effets uniques d'une faction à l'autre, puis toutes les autres, on a le même effet dans le deck de l'autre faction. Fait que j'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus d'asymétrie, un peu plus de différence au niveau des bases, d'avoir des effets qui sont plus propres à l'Empire, des effets qui sont plus propres aux rebelles. Puis j'aurais même poussé un peu plus la note dans le deck de base, le deck de départ. Ben, j'aurais peut-être mis une ou deux cartes qui étaient uniques de chaque côté aussi pour pousser un peu plus la symétrie. Puis dans les jeux de deck building comme ça, ben on dirait que je me tanne un peu des decks de base qui sont vraiment poches. Donc j'augmenterais peut-être quelques cartes ou d'avoir 2-3 cartes un peu meilleures au début, justement pour accélérer peut-être le début de partie. Il y a quelque chose que j'ai trouvé bizarre dans le livre de règles, en fait, quand on attaque une carte du marché, si l'Empire attaque une carte rebelle dans le marché, elle fait une chasse de primes, et si le rebelle attaque une carte dans le marché, une carte impériale, il fait du sabotage. Fait qu'on a donné deux noms différents à la même action, mais c'est le même effet mécaniquement, c'est juste que les rebelles c'est du sabotage, puis les l'Empire c'est des chasseurs de primes. Honnêtement, c'est juste mélangeant pour rien, ça donne rien de donner deux noms. Oui, thématiquement, ça a l'air plus cool d'avoir deux noms différents, mais pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment inutile, puis à la rigueur, c'est plus mélangeant que d'autres choses. C'est peut-être un jeu seulement à 2 joueurs, mais dans le livret d'instruction, on nous a mis un paragraphe sur le mode 2v2, donc un mode en équipe. Honnêtement, le mode en équipe, c'est une joke. Donc, on nous dit, ça te prend 2 copies du jeu et va trouver les règles sur notre site web. Je suis allé puis je les ai même pas trouvés. Mais honnêtement, juste de me proposer un mode que je dois acheter le jeu 2 fois, c'est totalement ridicule. Si tu veux me proposer un mode en équipe, ben utilise ce qu'il y a dans une boîte pour me faire jouer en équipe. Puis au moins, là, je vais peut-être embarquer puis l'essayer. Mais là, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Somme toute, Star Wars, le jeu de deck building, je vais lui donner une note de B+. C'est un très bon jeu, j'avais beaucoup hâte d'y jouer. J'ai pas été déçu, j'ai aimé que ce soit un jeu justement qui est rapide, un petit jeu de duel rapide avec du deck building. C'est toutes des choses qui me parlaient, évidemment dans l'univers de Star Wars, ça me parlait aussi. Beaucoup vont le comparer à Star Realm, Hero Realm, ça donne un peu ce feeling-là. C'est des jeux de deck building considérés comme rapides. C'est un peu le fait que les vaisseaux amiral, c'est un peu comme les champions justement à Hero Realm ou les bases à Star Realm. C'est un peu le même principe. Il y a beaucoup de similitudes entre les jeux. J'ai jamais été un gros fan d'Hero Realm, Star Realm. Je trouve que c'est des jeux qui sont justement trop rapides, que je trouve qu'on dirait que le joueur qui achète les meilleures cartes rapidement va prendre un dessus trop vite dans la game puis ça va être fini, puis j'ai pas l'impression d'avoir fait des choix super stratégiques à l'intérieur du jeu, alors que dans celui-là je trouve qu'il y a peut-être une longueur qui est meilleure pour moi, donc le fait que ça dure un peu plus longtemps, 30-40 minutes, puis on a quelques petites twists qui vont te demander justement des décisions intéressantes, le fait de pouvoir acheter les cartes mais aussi de pouvoir les attaquer, d'enlever des cartes à mon adversaire, d'avoir des récompenses qui permettent d'avoir des meilleures cartes, puis il y a vraiment des éléments stratégiques qui sont le fun, dans un jeu qui reste simple, qui reste rapide, qui reste efficace, puis évidemment qui utilise bien, je pense, la thématique de Star Wars. Fait que pour moi, c'est un beau succès, ce petit jeu de deck building-là. Puis honnêtement, il est bon comme ça, j'aurais même pas besoin qu'on mette une extension ou rien d'autre. S'il arrêtait ça là, avec cette petite boîte-là, ça va vraiment faire bien le travail. Parce que justement, plus on rajoute de cartes dans ce genre de jeu-là, plus on dilue, plus les synergies, les combos, c'est moins évident à faire. Fait que je trouve que c'est parfait que ce soit une boîte comme ça, indépendante, puis si ça reste de même, pour moi, c'est encore mieux. Donc, belle expérience avec Star Wars, le jeu de deck building. C'est arrivé au Canada en anglais seulement pour l'instant. Ça devrait aller peut-être dans quelques semaines / mois pour la version française. Donc, si vous l'attendez en français, ici, il faut être encore un peu patient. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de mars 2023. Comme c'est l'anniversaire de la chaîne, ben, la question du jour est la suivante. Quelle est la première vidéo que vous avez regardée sur la chaîne Professeur Board Game? Donc écrivez-nous ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour participer au concours aujourd'hui. Donc bonne chance à tous encore une fois. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon. Et je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer et que la force soit avec vous.